Donc on va être ici autour de questions, de récits, de fiction qui traitent de la migration, des exils. Et on va avoir une rencontre dont l'organisation du Maghreb Orient délivre un peu le secret, puisqu'on va être sur des registres différents. On a un essai et on a des romans. Et on a des récits. Et donc, on va être sur plusieurs registres, ce qui est souvent le cas. Alors, je vais commencer par présenter d'abord Karim Katan, qui est le plus jeune du groupe et du panel. Pour préliminaire, pour un verger futur, Karim Katan, vous vivez à Bethléem et à Paris. Et vous publiez en Tunisie. Préliminaire pour un verger futur. Et on a ici un texte en 3 parties. On a 3 nouvelles, mais qui, évidemment, ont des relations quand même les unes avec les autres. C'est votre première publication. Alors, d'abord, je vais vous poser une question très bête, mais j'ai le secret pour les questions très bêtes, et c'est un peu mon job. L'animateur, c'est pas le bon objet. Pourquoi en Tunisie, à part le fait que y a, je veux dire par là, est-ce qu'il y a un désir d'être publié en Tunisie, chez Elisade? À la base, non, particulièrement. C'était un peu accidentel, presque, de publier en Tunisie, mais plus le travail sur le livre avançait, plus je me rendais compte que ça avait beaucoup de sens. Et je suis très content... d'une part d'être chez Elisade spécifiquement, c'est un éditeur quand même remarquable, et d'autre part de rentrer dans d'avoir comme entrée dans la littérature francophone la Tunisie et non pas la France. Ça permet, je pense, de décentrer un peu le regard, en fait, et c'est une manière aussi de ne pas oublier que le centre de production francophone, ce n'est pas seulement Paris ou la France, mais aussi énormément d'autres. Ça paraît un peu évident, vu qu'on est au Maghreb Orient des livres et qu'on a des dizaines d'éditeurs de partout, mais on l'oublie au quotidien, qu'en fait les éditeurs viennent de partout, y compris en français. Et pour moi, ça a été une grande chance, en fait, de publier à partir de là. Vraiment. Voilà. Mais à la base, c'est presque accidentel. Mais un bon accident. Merci. Il y a quelque chose quand même dans ce que vous dites qui est cette affirmation de l'inscription dans des lettres francophones sur lesquelles peut-être on pourra revenir et qui me paraît tout à fait intéressant. Et donc le contenu de ces récits, de ces nouvelles, tourne autour d'histoires familiales. Je ne veux pas renvoyer à de l'autobiographie ou quelque chose comme ça, mais en tout cas ce sont des histoires... où il est question de famille, qui partent, qui se dispersent sur la planète. Hein, le terme de diaspora est utilisé. Est-ce que vous pouvez un peu raconter ce point de vue? J'ai un tout petit peu de mal avec les termes de ce panel, d'ailleurs, en fait, justement, les termes comme diaspora ou exil, surtout exil, qui a tendance à être... surutilisé quand on parle des écrivains du Sud de façon générale. On adore parler d'exil. Or, c'est pas la seule thématique. Alors, effectivement, de fait, moi, dans les 3 nouvelles, c'est l'exil, je pense que c'est c'est présent. Mais pour moi, c'est surtout des histoires d'amour. Échouées, toutes. Et c'est ça qui m'intéresse plus. Alors, effectivement, il y a la notion de diaspora parce qu'elle est constitutive... je pense de l'identité palestinienne, il y a un vide, un trou noir central dans l'identité palestinienne qui provoque la diaspora. Après, comme c'est pas spécifique à la Palestine, comme d'ailleurs j'imagine on peut le voir dans ce panel, moi je voulais faire un pas de côté aussi, et pas parler de ce à quoi on s'attend qu'un écrivain palestinien parle. Donc je voulais contourner ce genre de sujet pour peut-être mieux y revenir. Merci, c'est une réponse évidemment très juste par rapport
par rapport au texte. Précisément, c'est une réponse très juste, évidemment, mais par rapport à la question du pas de côté. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas dans une recherche d'une représentation directe, mais on est sur, effectivement, un pas de côté, pas nécessairement volontaire de la part des personnages. Et il y a quelque chose comme du symptôme qui arrive dans leurs paroles. Hein, par exemple, dans la première nouvelle, qui raconte un week-end en amoureux à Gaza, dans un hôtel dont on ne sort pas. Donc on est enfermé dans l'hôtel et on est là, on passe sans doute les 2 jours entre le lit et le balcon, ce qui met en place déjà une situation qui est un peu troublante, enfin pour le lecteur. On s'attendrait peut-être à autre chose. Et précisément, à partir du moment où les personnages restent dans ils sont dans l'entre-deux, et des bribes de souvenirs très très intenses, d'autant plus intenses qu'ils ne sont pas racontés, arrivent. Et ça, c'est très très... ça me paraît être constitutif de l'écriture, puisqu'on va retrouver non pas le procédé, mais justement cette question du pas de côté dans les deux autres textes. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon interprétation ? Vous avez le droit de ne pas l'être. Hein. Non, si, je suis d'accord, je pense, mais c'est toujours pour revenir à cette question du trou noir, en fait. Je pense que chacune des nouvelles du recueil est construite autour d'un secret ou d'un grand vide. Et donc dans cette première nouvelle qui se passe donc à Gaza, elle se passe pas réellement à Gaza puisqu'ils sont dans la chambre d'hôtel, donc ils ne sortent pas. Et surtout quand ils regardent à l'extérieur pour voir Gaza, ils ne voient jamais Gaza. Ils disent ça ressemble à Genève, ça ressemble à Miami, ça pourrait être Tel Aviv presque si on fait un effort. Ils sont, en fait, tous les personnages, vous avez dit que c'est du symptôme parce que c'est tous des personnages aussi qui voient pas ce qu'il y a autour d'eux vraiment. À part Émilie, l'héroïne de la deuxième nouvelle, qui est plus sensible, tous les autres ont leur sens émoussé, je pense, et surtout le regard. Ils voient rien, et ça c'est pareil, pour moi, c'est, je pense, assez constitutif de ce que c'est que d'être entre deux pays, surtout entre deux pays aussi complexes, avec des rapports aussi complexes que la France et la Palestine, qui ont vraiment un rapport pas évident du tout. Et c'est aussi ça d'écrire dans une langue étrangère. Parce que j'écris en français ou en anglais, qui sont pas mes langues, qui sont de fait mes langues que je maîtrise le mieux, mais il y a cette perte de la langue natale à la base qui revient dans les trois nouvelles, et c'est parce qu'il y a cette perte qu'il faut faire un pas de côté aussi, je pense. Ouais, précisément, ce rapport à la question de la langue, je rebondis dessus, c'est une préoccupation qui est la vôtre, Rosy Pinas del Puech. Depuis Suite byzantine, par exemple, la question de construire une langue qui est finalement pas celle dans laquelle on a été élevé, éduqué, dans laquelle on s'est reconnu immédiatement. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on quitte cet univers et qu'on va vers ailleurs, on franchit des frontières, on verra tout à l'heure ce qu'il en est de la question de la frontière, mais on va aussi vers d'autres langues. Absolument, j'ai dressé les oreilles comme un chien dès que j'ai entendu Karim Katan parler de perte de la langue natale et écrire dans une langue étrangère. C'est absolument passionnant. Je travaille en ce moment, encore une fois, là-dessus, tout le temps. Déjà, c'est constitutif d'un écrivain. C'est absolument formidable, je veux dire. Vous avez parlé de malédiction, là, dès qu'on s'est rencontrés. C'est une grande difficulté, mais en même temps, c'est une chance. Et c'est des choses qu'on ne choisit pas. Ou peut-être que oui, je ne sais pas, Beckett ou Kafka ont peut-être choisi, mais nous n'avons pas choisi, vous et moi. Je suis passée du français domestique au turc de la rue, du turc de la rue au français du lycée, et au français de la France déjà, et ensuite à l'hébreu comme la plus étrangère des langues, et dont je passerai jusqu'au bout de ma vie, mon temps, à observer l'étrangeté.
de la langue. Et ce qu'elle nous apporte, comme si on peignait et qu'on est à distance de ce qu'on fait. Et donc, on manipule en regardant cette chose étrange qu'est la langue, qui peut être un objet de pouvoir, un objet d'expression, et qui est profondément ancré aussi dans le politique. Dans ce texte, l'angoisse d'Abraham, vous revenez alors dans les textes, les histoires précédentes, je dirais. Vous remontez sur l'histoire de la famille et ses trajectoires et ce double héritage que vous avez reçu. Ça, c'est dans Suite byzantine. Et là, vous traitez du départ. Et il faudrait peut-être expliquer un peu ce qu'il en est à propos du départ de cette angoisse d'Abraham, hein, qui est quand même quelque chose qui parcourt le Moyen-Orient et que Sauf l'on que partage. c'est une angoisse du désir, hein. C'est une angoisse constitutrice, c'est pas une angoisse qui tue, c'est une angoisse qui porte. J'y suis venue de livre en livre, hein. Et, excusez-moi, pardonnez-moi de vous interrompre. Justement, l'arrivée dans l'hébreu, c'est fait de manière... c'était difficile. Hein, enfin, tel que vous l'écrivez, tel que j'ai ressenti, j'ai éprouvé dans la lecture du livre. C'était totalement arbitraire, c'est-à-dire que je suis tombée dessus, et en même temps, c'est comme une histoire d'amour, c'est une rencontre inattendue, imprévue, non programmée, solitaire et engageante à vie, puisque je suis ce destin pour le meilleur et pour le pire, et il est pour le moment pas des plus agréables. À 20 ans, il l'était beaucoup plus. C'est ce que je raconte dans l'angoisse d'Abraham, c'est-à-dire quel est ce destin de l'étranger qui est un destin extrêmement difficile. Donc, Dieu dit à Abraham, c'est un peu ça que j'ai repris à travers moi des personnages, va-t'en pour toi, va-t'en pour toi, hein, va-t'en vers ton destin, va-t'en vers l'inconnu. Et à partir de là, Abraham, il descend en Égypte, il remonte, enfin, et le peuple juif vit des exils successifs. Donc c'est un peu le prototype du peuple en exil, etc. Mais je rejoins absolument Karim dans le fait que je me méfie beaucoup, moi, dans mon itinéraire du mot exil, parce que je ne suis pas exilée. Je considère comme exilé, ça pourrait être le cas de Karim, s'il n'a pas le droit de rentrer chez lui. Pour moi, l'exil est plus politique. Il est l'impossibilité de retourner. Moi, je suis partie toute joyeuse de partir en France étudier. Donc, ce n'était pas un exil. Revenons un peu à ces séjours successifs en Israël. Et vous faites un certain nombre de rencontres. À une époque où on est encore dans le frustre. Il y a une description de l'arrivée en Israël qui est absolument extraordinaire pour ceux et celles qui sont déjà allés récemment, où on est dans un pays, comment dire, hyper moderne, pour le dire de manière la plus détachée possible. Et là, c'est pas du tout la description que vous faites quand vous y arrivez en 1960. Et c'est un autre monde. Hein, 1966. C'est un autre monde, c'est une autre existence, c'est beaucoup plus frustre, beaucoup plus direct, beaucoup plus âpre. On n'est pas dans le cauchemar climatisé, là. Et qu'effectivement, là, vous faites des rencontres qui sont des rencontres déterminantes, même si la langue est encore une barrière à ce moment-là. Et là, il y a quelque chose qui se met en place, on va y revenir aussi, hein. J'amène comme ça un certain nombre de choses, qui est la question de la transmission. Vous recevez de la part d'un certain nombre de personnes, je pense à cette scène extraordinaire où vous essayez de parler avec quelqu'un, mais il n'y a pas de langue commune, mais il est question de littérature quand même.
parce que, en fait, j'étais venue en France pour ça. Ça faisait 1 an que j'étais en France. Et le pays d'utopie, pour moi, c'était la France. Je pense que c'est une transmission justement familiale totalement inconsciente ou propre à la jeunesse, la recherche d'une société juste, plus juste. Donc, en 66, en France, je suis tombée de très haut de ce rêve d'égalité, de fraternité, parce que je me suis découverte étrangère. Et en partant dans ce pays en 66, donc avant la guerre des 6 jours, qui était encore un peu comme la queue de la comète d'une véritable utopie qui a voulu être créée sur cette terre ici-bas, dans cet endroit du Proche-Orient, j'ai vu encore ce qui restait de cette utopie, dont cet homme que je rencontre dans un kibbutz, et donc moi qui étais venue en France parce que Dostoïevski ou Proust ou Montaigne, ou la littérature tout court, peu importe dans quelle langue, c'était mon affaire profonde, et le fait d'être étudiante étrangère dans des conditions difficiles ne m'a pas fait avoir accès aussi facilement à ça. Et donc j'arrive dans ce kibbutz, et avec ce vieil homme qui ne parle aucune des langues que je parle, et je ne parle pas, il parle l'hébreu, le yiddish et le russe, et moi je ne parle aucune de ces langues, et donc avec pratiquement des mots Dostoïevski, l'idiot, etc., on échange, et d'un coup je découvre l'intelligence, la littérature, au milieu de quelque chose de très fruste, de très pauvre, comme un kibbutz qui n'existait que depuis 15 ans là-bas. Voilà, donc énamoration d'une jeune fille de 19 ans. Merci. Et c'est précisément à partir de là, et on va y revenir après, le point de départ. Enfin, il a fallu ensuite quitter Israël, revenir en France, et à ce moment-là, commencer un travail de traduction, mais qui est là un peu, qui est une commande, quoi, qui arrive un peu par hasard. C'est pas, enfin, j'ai pas eu le sentiment que c'était quelque chose qui était construit initialement. J'ai un long chemin maintenant derrière moi, si vous voulez. Je pense que je me suis toujours crue très volontaire. J'ai décidé de partir en France. J'ai décidé de faire philo. J'ai décidé de partir. Et au bout d'une vie, ça s'est passé pendant des vacances à Delphes. Il y a la statue ailée du Sphinx de Naxos. Et là, il a le regard aveugle du destin. Il y a quelque chose, nous croyons que nous choisissons, mais des choses nous arrivent que nous assumons ou nous n'assumons pas, ou que nous acceptons ou que nous n'acceptons pas. Mais tout cet itinéraire est quelque chose que j'essaye de déchiffrer comme un palimpseste, comme une hiéroglyphe. Pourquoi ces langues, pourquoi ces pays, pourquoi cet engagement, et c'est évidemment un sujet d'écriture que de le déchiffrer au fur et à mesure et de l'assumer, pas à pas. Merci. Ce sujet d'écriture, Catherine Witold de Wenden, vous en avez une approche qui est totalement différente, mais je crois que dans la présentation, là, c'est bien que vous commenciez à préciser cette histoire de la question des frontières. Vous posez une question, faut-il ouvrir les frontières dans un moment où précisément l'arrivée des réfugiés, des exilés, là, pour le coup, je me suis permis d'apporter un livre qui a été publié l'an dernier, qui évidemment,
l'auteur n'est pas invité, c'est Patrick Chamoiseau, avec Frères migrants, que je me permets de recommander. C'est Chamoiseau qui dit attention, c'est pas des migrants, ce sont des exilés, il faut arrêter de raconter n'importe quoi à propos des réfugiés. Et vous élaborez toute une réflexion, enfin vous avez élaboré, on est là sur une trace récente, mais c'est une réflexion plus long terme, justement sur ce qui s'est passé ce qui se passe depuis le XXe siècle, avec ces bouleversements et ces migrations de populations entières. Et vous partez de ceci, si j'ai bien compris, qui est que il faut arrêter justement d'être dans ce type de blocage. La migration est quelque chose qui est tellement évident que c'est là où se met en place la fluidité des sociétés. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu éclairer cet aspect-là ? Moi, je n'écris pas de romans, malheureusement, mais je lis en permanence et j'ai fait aussi des enquêtes de terrain, et c'est plutôt ce genre d'inspiration qui m'a amené à réfléchir sur la question des frontières. J'avais fait aussi l'exposition Frontières au musée de l'immigration il y a 2 ans. Et en fait, en regardant un peu le fonctionnement de ces frontières qui créent le débat migratoire, c'est parce qu'il y a des frontières qu'on parle de migration internationale, et c'est parce qu'il y a des migrations qu'on construit des frontières. Mais pendant très longtemps, le régime des frontières était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Si on regarde effectivement à la fin du 19e siècle et même le 20e siècle, au tout début, il était difficile de sortir de chez soi de la part de ceux qui sortaient de grands empires, qui maintenaient leur population souvent enfermée, sauf les minorités dont ils voulaient parfois se débarrasser. Et puis, il était relativement facile d'entrer ailleurs. Donc, on était dans un système complètement inverse de ce qu'on a aujourd'hui, où depuis surtout les années 1990, la chute du rideau de fer, une frontière très importante, il est devenu facile de sortir de chez soi. On a une sorte de généralisation de la possibilité d'avoir un passeport presque partout dans le monde. Et il est devenu très difficile d'entrer ailleurs. Donc on a eu une sorte d'inversion du régime de la frontière. Et ça a créé toute une crispation autour des catégorisations. Aujourd'hui, on est dans un débat qui est assez abscon sur est-ce que ce sont des vrais réfugiés ou des migrants qui se font passer pour des réfugiés, etc. Alors qu'en réalité, on a moins de migrants aujourd'hui en ce début du XXIe siècle, 3,5% de migrants dans la population mondiale, de migrants internationaux, qu'on en avait en 1900. On avait 5% de migrants internationaux. Alors, c'était pas les mêmes, c'était d'autres mouvements migratoires, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de fabrication de cette crise migratoire théâtralisée, si j'ose dire, par les pouvoirs publics autour de la question de la frontière, précisément, la frontière qui protège les uns, qui est une porte de salut pour les autres, les réfugiés précisément, mais qui est un blocage pour le plus grand nombre, puisqu'on a à peu près 32 000 morts en Méditerranée depuis les années 2000. Et donc aujourd'hui, on a toute une crispation de mise en scène, de frontiérisation des États et du monde. Michel Fouché, par exemple, le géographe, dit qu'on n'a jamais eu autant de frontières qu'aujourd'hui, et que les gens ont tendance à se barricader, alors que le reste circule. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire tout circule aujourd'hui, l'information, les capitaux, les transferts de fonds des migrants, la connaissance, etc., sauf les personnes. Alors qu'on est en principe, on est dans un monde d'économie libérale où tout devrait circuler précisément. Donc il y a une sorte de paradoxe entre l'économie libérale, parfois ultra-libérale dans certains cas, et puis la sécurisation des frontières qui a pris le pas sur toute une série d'autres phénomènes de fluidité. Kant disait déjà qu'il fallait réfléchir à la possibilité de circuler de par le monde dont on était le citoyen. Zygmunt Bauman dit on est dans un monde liquide, une modernité liquide où tout circule sauf précisément les migrants, les réfugiés. Donc là, on est dans un paradoxe essentiel qui a créé une sorte de crispation autour de la question de la frontière, barricadée, militarisée, informatisée, etc., avec beaucoup de dégâts en réalité, alors qu'il serait beaucoup plus simple d'ouvrir plus à des quantités de catégories de gens pour décrisper la situation. Merci. C'est vrai qu'une des grandes vertus de votre livre est de rappeler que les propositions que vous faites sont des propositions qui ont déjà été formulées et pas récemment nécessairement. Et donc que la question de l'idéologie
qui touche à la construction, à la préservation, à la protection, tout ce qu'on voudra des États-nations, c'est en fait une construction... Un avatar. Pardon ? Un avatar. Oui, mais c'est une construction récente, quoi, Tout à surtout. fait. C'est surtout une construction récente, et que précisément le flot, enfin les luttes légitimes pour la décolonisation se sont fourvoyées précisément en reprenant ce mythe de l'État-nation et se sont elles-mêmes enfermées, ces anciennes colonies. Et que là aussi, il y a un souci. Et que effectivement, le fait qu'on ne puisse pas sortir de tel ou tel pays, c'est vrai que, peut-être à part Karim, nous on l'a connu à travers la division du monde entre deux groupes, enfin entre deux entités, pour utiliser un terme un peu problématique, mais entre deux entités, c'était très clair. Enfin, c'était l'Est et l'Ouest, et c'était pas possible. Enfin, c'était et on se souvient qu'on a passé une grande partie de notre existence avec cette coupure-là, avec ceux qui pouvaient pas sortir, et que c'était une histoire de fou, quoi. Et la question du mur, on l'a déjà connue, on l'a déjà vue, on l'a déjà vécue, etc. Hein, et que ça se reconstruit de manière différente maintenant. Karim, vous voulez ? Oui, mais c'est pas le même. Parce que dans un cas, c'était pour empêcher de sortir. Là, c'est pour empêcher de rentrer. C'est pas du tout la même chose. Aversion. Oui, voilà. Et c'est ça le problème. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, etc. Et qu'effectivement, il faut penser aussi cette histoire. Donc, encore une fois, la question du mur, on la connaît. Enfin, c'est pas une nouveauté. Et précisément, il y a aussi quelque chose qui est important dans le livre, c'est que vous montrez que les catégories sociales sont pas victimes de la même manière de ce rapport à la fermeture. Tout à fait. En gros, on dit que la mobilité est une forme de modernité, ce qu'on dit très souvent. On a vanté l'année dernière les 30 ans d'Erasmus, à juste titre d'ailleurs. Et en même temps, pour les autres, au Sud, on ferme. C'est-à-dire qu'en réalité, on est dans une très grande inégalité du droit à la mobilité. Aujourd'hui, les 2/3 de la population de la planète ne peuvent pas circuler librement parce qu'elles sont soumises à des visas. Et les riches des pays pauvres, effectivement, peuvent toujours circuler parce que soit ils apportent un capital qui leur permet d'avoir un titre de séjour, ou alors ils vont créer des entreprises, des commerces qui leur permet aussi d'avoir un titre de séjour, ou alors ils sont très qualifiés, ce qui leur permet aussi d'avoir un titre de séjour. Mais ceux qui n'ont pas de réseau, ceux qui n'ont pas de capital, sont la proie des passeurs aujourd'hui. Donc il y a une inégalité du droit de migrer qui est colossale à l'échelle mondiale, alors que tous les rapports d'experts, de grandes organisations internationales disent que la mobilité est un facteur essentiel du développement humain. Donc la mobilité apporte de la richesse personnelle, mais aussi de la richesse économique. Et en même temps, les 2/3 de la population de la planète ne peuvent pas circuler librement. Donc là aussi, on est dans un deuxième paradoxe essentiel, si j'ose dire, avec cette question de la frontière, précisément. Et alors que certaines frontières, aujourd'hui, le mur de Berlin, sont apparues dérisoires. Alors il y a des gens qui sont morts pour ça dans le passé, mais aujourd'hui, on se dit, on peut plus imaginer qu'il y avait un mur à cet endroit-là, etc. Donc il y a une sorte de recréation, de refrontiérisation avec des nouveaux endroits. On a Calais, on a Ceuta et Melilla, on a d'autres frontières plus lointaines, les États-Unis, le Mexique, l'Inde, le Bangladesh, etc. Pour des raisons diverses d'ailleurs, mais le monde s'enferme et également enferme les autres chez eux ou dans des camps. Et c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Quand en plus les pauvres habitent dans des îles, ça prend des proportions absolument abominables, quoi. Je pense aux boat people haïtiens, par exemple, hein, où là l'enfermement, enfin il n'y a pas besoin de prévoir un enfermement à l'extérieur, il suffit de faire en sorte que les gens ne puissent pas sortir, qu'ils soient accompagnés par les gardes-côtes. Merci beaucoup, Catherine. Je me tourne vers vous, Habib Sarori, avec ce roman, La fille de Souslov. Je rebondis évidemment, c'est Souslov qui nous fait réagir. C'est quand même une drôle d'histoire, tout à fait tragique, mais en même temps
avec laquelle on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même une sacrée ironie dans cette fiction que vous racontez. On va peut-être commencer par le début. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la présence de Suslov au Yémen ? En fait, ce n'est pas tout à fait une ironie, parce que le Yémen du Sud a vécu une période exceptionnelle du 69 jusqu'à la fin des années 80. C'était un pays marxiste-léniniste, dans lequel il y avait une très très grande école du marxisme-léninisme pour tout le monde arabe. C'était le phare du socialisme scientifique pour tout le monde arabe. Donc il y avait cette période-là, il est quasiment obscure. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites dessus, quasiment rien. C'est un trésor pour un romancier parce que tout est possible. Toutes les contradictions étaient possibles. Toutes les contradictions étaient possibles. Donc, et puis on voyait après comme le pays a tourné dans l'autre sens, le salafisme, l'obscurantisme qui est arrivé après l'unité, et puis des choses comme ça. Du coup, il y avait des contre-réactions, donc réelles. C'était pas uniquement une ironie. Il y a des gens qui ont viré complètement. D'un côté, ils ont vu des rêves qui s'écroulent, ils ont vu le mensonge, les masques. Du coup, ils sont revenus sur des origines, sur des constantes qui étaient complètement à l'opposé de la vie socialiste, scientifique, tout ça. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est un peu comme une loi physique. Chaque action, il y a des réactions très fortes. Donc, plus c'est interdit, plus après tout devient possible. Et on voit ce phénomène-là n'est pas tout à fait... c'est assez réel quand même. Tout ce passage du salafisme extrême, enfin du marxisme extrême au salafisme extrême, avec des contradictions. Après, on avait le libertinage, des choses comme ça, qui font partie. Il y a des cas réels qui reflètent ce type de variation. Voilà, c'était pour répondre sur l'ironie. Mais si je peux dire un petit mot sur l'exil, parce que... Bien sûr, ouais. On est là pour ça. Voilà. En fait, moi, je vois ces questions-là plutôt comme une deuxième vie. Une deuxième vie qui doit être assez en interaction avec l'ancienne vie, qui doit être très... En fait, la notion de distance, aujourd'hui, pour moi, il n'est plus la même, comme ça a été dit ici. La distance euclidienne, classique, topographique, mathématique, c'est aboli. On peut être très très proche d'un pays très très lointain, plus proche que quelqu'un qui vit sur place, et on peut être exilé. Un pays peut être une prison à ciel ouvert. C'est le cas du Yémen aujourd'hui. 3 ans de guerre, personne ne peut aller dans les pays voisins, donc cette notion est très très riche. Il y a plusieurs définitions et tout, mais tout ce qu'il, enfin, au moins le narrateur ici, il vit cet exil. Plutôt d'une manière positive, c'est-à-dire c'est un courant qui passe tout le temps entre le pays d'origine, le pays actuel. Il passe son temps à faire, je ne sais pas si c'est l'aller et retour, parce que là on est piégé par le vocabulaire. Je ne sais pas s'il retourne, mais en tout cas il habite dans 2 endroits. Exactement, il habite dans 2 endroits tout le temps. Chaque seconde, il y a un courant qui passe. Le pôle positif peut être Paris, le pôle négatif c'est Aden ou Sanaa ou Rouen. Enfin, donc ça passe tout le temps. Et il est obligé, chaque regard, chaque vue, ça provoque chez lui soit des souvenirs, soit des réactions. Et voilà, c'est ce courant qui passe, qui enrichit, qui donne une vie multiple à cette vie qu'on avait appelée exil ou immigration, si on la vit positivement. Ah bah là, quand il rentre au Yémen, il peut difficilement la vivre autrement que dans le plaisir. On va quand même rappeler, je ne vais pas dévoiler grand-chose c'est toujours délicat, ça, pas tout raconter dans le livre. Il retrouve la fille de ce personnage qu'on appelle Suslov. Donc, en référence à une personnalité éminente du Soviet suprême, tant que je m'en souvienne, il était membre du Soviet suprême. Oui, c'était le responsable de la section idéologique. Et en fait, ce briquet, on l'utilisait réellement à l'époque. Bon, si quelqu'un qui a la langue de bois, on l'appelait un Suslov à l'époque facilement. Et dans l'histoire, donc c'était la fille d'un ancien Suslov. Qui effectivement est réputé salafiste de choc, mais qui retrouve tous les soirs à la même heure son exilé préféré qui est venu
de France. Voilà, En je fait, caricature, oui, mais voilà. Et là, la situation, elle devient assez périlleuse psychologiquement pour l'un et pour l'autre, quand même. Absolument, absolument. En fait, ils avaient une histoire, une étincelle à l'enfance, donc qui n'était pas possible. Après, leur vie a viré dans deux milieux complètement différents. Et lui, le narrateur, il avait oublié cette personnalité-là complètement, parce que sa vie a été métamorphosée, arrivé en France, et avec sa femme, qui a changé la métaphore de la Révolution. Il avait une notion de la Révolution durant son enfance, qui était assez proche de la définition existante, radicale et tout. Arrivé ici, grâce à sa femme, la métaphore de la deuxième loi de la dialectique reflète tout. Donc il voyait ça comme les transformations quantitatives amènent vers une transformation qualitative, c'est ce qu'il a pris là-bas. Donc il voyait tout comme la notion de 100 degrés, 60, 90, 99, le reste est fluide, puis tac, il y a le degré d'avant-garde, marxiste, enfin la révolution qui transforme les choses. Alors que donc arrivé ici, il a eu une nouvelle vie, ce qui était métamorphosé grâce à sa femme, et du coup il a vu la chose qui est plutôt comme le rapport entre le soleil et la mer. Donc l'eau, beau devenir vapeur, sont passés par des états radicaux, révolutionnaires, etc. Après, donc, il y a eu sa femme, il a perdu sa femme, il y avait toute une histoire, et comme il est resté attaché complètement à son pays d'origine, en interaction complète, tout le temps, il a participé au printemps qui a eu lieu au Yémen, et par hasard, il a retrouvé cette fille d'enfance qui est devenue, avec tout ce qui s'est passé au Yémen du Sud, etc., qui est devenue prédicatrice islamiste. Mais elle avait une vie complètement obscure et amère. Et là, justement, cette loi de la vie sociale qui ressemble à la loi physique, s'est déclenchée. La vie, l'enfer de laquelle elle vivait, c'était un moyen. Mais chacun d'eux, il pensait qu'il allait retirer l'autre de l'égarement. C'était à la fois un conflit et à la fois un besoin. Une gageure, oui, un pari. Oui, un pari de chacun. Et après, le pari était donc... Enfin, bon, je ne dirais pas plus. Ouais, non, faut pas en dire plus. Faut pas en dire plus. De même que la disparition de l'épouse est pas non plus sans relation avec une bonne partie de l'histoire. Là aussi, j'en dirai rien, mais c'est voilà, ça renvoie à des heures particulièrement pénibles pour ceux et celles qui les ont vécues dans ces années-là à Paris. Exactement. Et voilà, on est quand même sur une fiction qui justement joue de cette histoire, parce que le personnage ne se définit jamais comme un exilé, justement. Jamais. Oui, voilà, je pense qu'il ne prend jamais comme un exilé. Il est très très proche de la vie là-bas. Oui. Il est très très proche de la vie ici. Il profite des deux côtés follement. Et le courant passe d'une manière rapide et continuelle. Alors que la situation n'est pas particulièrement brillante, même après ça, après les événements de cette première révolution. Oui. C'est pas toujours très facile au Yémen, mais à aucun moment on est sur, semble-t-il, sur quelque chose, sur un discours de refus, de mépris, de prise de distance. Du tout. En fait, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est même une jouissance d'être là, dans cette espèce, excusez-moi, de bordel ambiant, qui est remarquablement traité, remarquablement traduit. Sur le plan littéraire, mais voilà, et le personnage en jouit comme il en jouit à Paris, comme avec toujours cette espèce de pincement, de froissement du cœur, parce qu'effectivement sa femme n'est plus là. Exactement, en fait, il avait ces deux racines profondément ici, là, profondément immiscées ici, là. Il vivait la joie à gauche et à droite, donc il a vécu ces moments-là avec tout son rêve d'enfance, de changer le monde de sur place, tout en étant laïque, qui est devenu laïque ici, qui a changé sa façon de voir le monde, tout en étant très attaché à la culture occidentale et aux Français, etc. Mais il est resté avec ses rêves du début. Donc il a participé activement. Il a vu l'aspiration des gens, et donc il était même heureux de voir les premières semaines, toutes ces communes partout, l'utopie qui est devenue après une dystopie, ça c'est une autre chose, mais il a bien suivi l'évolution des choses, parce que il y avait des couches sédimentaires depuis des siècles. C'est très difficile de passer en 2 semaines, 3 semaines d'un monde qui a vécu des couches cette stratification énorme. Donc
il a quand même vécu ce déclenchement qui a créé une aspiration, quand même, aspiration qui reste encore vivace. Même s'il n'a pas réussi, mais l'affaire prendra quand même encore des années, beaucoup de temps. On attend la suite. Je tourne vers vous avec justement un autre aspect de cette histoire, Bailly, Nakjavani, avec l'autre aspect qui est le rapport entre eux et nous. Ok, effectivement, quand on forme groupe ailleurs, eh ben, c'est vrai que ça arrive assez facilement, même si on s'en défend, pardon. Sauf que là, on est dans un contexte qui est le contexte de la diaspora iranienne, et les personnages et les histoires qui arrivent. Alors, on suit plusieurs personnages, mais entre autres une famille particulière à qui il arrive plein d'aventures. Mais on a l'impression que là, cette fois-ci, le départ, l'exil, sert de révélateur, devient un révélateur de quelque chose qu'on ne disait pas, parce que ça ne se disait pas sur place. Tout d'abord, je dois dire que j'ai l'impression, je suis à la fin de toute l'heure, et j'ai l'impression que toutes les autres choses que vous avez dit sur ce panel peut être tout ce que je veux dire. Ça veut dire, j'ai l'impression d'avoir un sens de ma vie dans toutes vos paroles. Donc, c'est peut-être mieux que je reste en silence. Parce que l'autre chose que je veux, juste avant de parler de l'exil, ou tout ce que je suis vraiment fascinée par tout ce que vous avez dit par rapport aux frontières et la langue. Et pour moi, de parler en français, c'est d'être en exil, parce que je suis plutôt une citoyenne de la langue anglaise. Donc, je suis plutôt anglaise de langue. Je ne sais pas comment on dit ça. Et donc, c'est la langue qui est le pays. C'est dans la langue qu'on a le sens de belonging, je ne sais pas comment on dit ça, d'appartenance. Voilà. Et pour mes petits personnages dans cette histoire, tout d'abord, c'est pas une tragédie, c'est un satire. Et je dois féliciter l'artiste qui a fait la couverture, qui est parmi nous aujourd'hui, parce que quand j'ai vu cette image, pour moi, c'est une autre façon de dire mon histoire. Donc, c'est pas seulement les langues qui sont le pays, mais c'est vraiment cette image, pour moi, qui est le pays de ma famille, de mon histoire, de tous les Iraniens du monde que j'ai rencontrés. Et tous les petits personnages que j'ai créés, que j'ai inventés dans cette histoire, sont les gens qui cherchent une langue, qui cherchent une façon de dire qui elles ou ils sont, who they are. Et donc, c'est vraiment une recherche de paroles, de la vérité de eux-mêmes qu'ils cherchent. Il y a bien sûr le même type d'histoire entre l'Ouest et l'Est. Donc, il y a la fille qui habite en Los Angeles, qui est totalement américaine, plus américaine, vous meurez, how do you say? Mourrez. You die. Et l'autre qui est complètement français, qui habite à Paris. Dans le Marais. Oui, donc il y a cette tension entre les sœurs, et il y a bien sûr l'histoire de la mère qui a quitté l'Iran pour la première fois. Et donc, dans toute cette histoire, on trouve les types d'exil différents. Ceux qui ont quitté l'Iran bien avant la Révolution, ceux qui ont quitté l'Iran après la Révolution, ceux qui ont le sentiment de ne pas comme moi, parce que j'ai quitté l'Iran à l'âge de 3 ans. Est-ce que je suis vraiment iranienne? Non. Est-ce que je suis autre que iranienne? Non. Je suis française depuis 2 mois. Donc, je suis toutes les choses comme ça. Et on trouve cette fragmentation et cette appartenance dans les 2 sens des frontières avec tous les personnages de l'histoire. Ce n'est pas une réponse, excusez-moi, de votre question. Mais...
C'est pas grave. Je fais le passe-plat, là. C'est pas... C'est vous qui est important. Oui, mais je reviens quand même, parce que en plus, je suis tenace. Précisément, la famille que vous suivez, je vais essayer de me concentrer un peu sur ce groupe-là. S'il y en a d'autres, il y a toute la face australienne qui est terrible, d'une certaine façon. Là, les gens, ils sont en exil, mais ils s'évitent. Il faut surtout pas se rencontrer. On connaît aussi ce type d'attitude. Mais là, on a cette famille, et finalement, la narration donne assez peu d'enseignements sur d'où ils viennent. Non pas de lieu géographique, mais socialement d'où ils viennent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis qu'est-ce que c'est que ce père général qui est mort? Et puis, peu à peu, on se rend compte que c'est pas très reluisant. Je vais le dire comme ça. C'est pas très reluisant. What does that mean? Reluisant. Reluisant, oui, bah voilà, ça c'est pas très glorieux, c'est une histoire, c'est une histoire dans laquelle il y a de la corruption, il y a du vol, il y a une richesse derrière, et puis voilà, cette richesse, il y a révolution, il y a changement de gouvernement, il y a transfert de richesse. C'est aussi un phénomène qu'on connaît bien, mais il n'empêche que c'est pas très drôle. Et que les personnages, quand ils sont à l'étranger, tout d'un coup, on se rend compte qu'effectivement, ce sont des gens qui ont l'habitude d'avoir des armées de domestiques, qui ne savent pas faire grand-chose. D'ailleurs, ils font rien, ils dépensent. Okay, puis un jour, il n'y a plus. Okay. Et là, on se rend compte qu'effectivement, la condition qui n'est pas vraiment celle de l'exil, mais qui est celle d'une sorte de départ ailleurs, mais sans réellement faire souche, d'une certaine façon, ça permet de révéler cette histoire. C'est-à-dire que, je vais y arriver, alors que les personnages sont à Los Angeles et à Paris, mais beaucoup à Los Angeles, vous dites beaucoup de choses de l'Iran. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que sans que le lecteur soit en Iran, en fait, tout le contenu de cette histoire, eh bien, nous raconte une situation qui est détestable, d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est tellement dur que ça, mais je crois que quand on quitte un pays et se trouve ailleurs, c'est un moment pour la transformation, la possibilité de se trouver... to find yourself. Se retrouver soi-même. Oui. Et je crois que pour ces personnages, leur exil, leur départ de l'Iran, c'était dans une condition d'aveuglement. Et pendant the unfoldment, le déroulement de cette histoire, les gens, les personnages dans l'histoire se trouvent de plus en plus. They find themselves more and more. Et c'est la même chose pour le lecteur. On comprend de plus en plus de leur famille, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, et les vols, et la corruption, et tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit. Ça devient de plus en plus clair pour eux et pour le lecteur. Mais pour moi, j'ai cherché et j'ai utilisé le satire parce que pour les choses qui sont douloureuses, je crois que le satire, c'est la seule langue qu'on peut utiliser parce que c'est trop douloureux. Donc, il faut rire, il faut absolument rire. Et donc, pour eux, c'est une sorte de transformation lucide pour tous les personnages. La fille qui est à Los Angeles, qui était complètement gâtée, on dit, à la fin, elle doit trouver ses forces en elle-même. She's got to pick herself up by her own socks. Comment on dit ça? Se reprendre en main. Voilà. Et l'autre fille doit être beaucoup plus franche avec elle-même. Et elle a beaucoup plus de honnêteté par rapport à sa famille qu'avant. Elle était toujours dans le sens de marxisme, elle est dans une révolution permanente contre la famille, et à la fin, elle doit faire son paix, comme on dit. Et donc, faire la paix avec elle-même. Fait la paix. Donc, c'est pas dur seulement. J'espère que c'est inclusive. C'est une histoire qui donne espoir, qui donne un sens de l'avenir
parce qu'il y a la 3e génération dans cette famille aussi. Voilà. J'allais arriver là-dessus, sauf qu'il y a quelque chose dans ce dispositif littéraire qui me paraît... il y a une expression métaphorique de quelque chose. Il y a une image qui, moi, m'a beaucoup frappé. Alors, est-ce que c'est de la surinterprétation ou pas? C'est les histoires des tapis. Et des tapis roulés. Et on est quand même aux États-Unis. Immédiatement, dès qu'apparaît un tapis dans un texte littéraire, Henry James n'est pas très loin. Il y a cet objet que tout le monde voit, mais que personne ne regarde, qui est l'image dans le tapis. Et c'est là où il y a le secret de la révélation. Et là, c'est devenu tellement fort qu'il faut rouler les tapis, il faut les ranger. Alors que la sœur qui est à Paris, elle est photographe. Et elle se sert de ces photographies pour dire combien sa propre féminité est terriblement écorchée. Et voilà, c'est ce dispositif-là par contour, par détournement, par détour, qui me paraît être assez significatif de cette histoire. Voilà, moi c'est une construction qui m'a beaucoup frappé dans votre roman. Merci, parce que la structure du roman est très importante pour moi. Tous mes romans sont basés sur une structure presque architecturelle. Et le premier, c'est vraiment un cercle, etc. Et celui est plutôt une sorte de jigsaw puzzle. Il y a des petits morceaux d'images et on trouve ça ici et encore là. Et after a little while, après un petit moment, on commence à créer des liens. Et c'est dans nos cerveaux qu'on trouve les liens. Et tout d'un coup, c'est toute une image, comme le tapis. Mais on voit juste un morceau ici, un morceau par là, une autre petite image ici. Et donc, à la fin, on voit le tout. Et j'étais fascinée par ça parce que dans la condition de diaspora, justement, on trouve les Iraniens partout dans le monde. Et tout de suite, pour moi, je vois un Iranien de loin et je le reconnais immédiatement. Et j'avais mis ça dans le livre parce que it happened to me plusieurs fois que j'ai rencontré quelqu'un et j'ai dit « Ah, ça c'est un de nous ». Et mais à la fin du compte, si je peux retourner à tout ce que vous avez dit, le nous sont eux. Donc, c'est vraiment une histoire pour reconnaître l'unité entre tous les eux que nous sommes. Donc, voilà. Pardonnez-moi pour le français, terrible. Voilà. Non, merci beaucoup. On arrive au terme, mais on peut prendre 5 minutes. Je vais prendre. Et il y a un micro si vous voulez poser des questions à nos auteurs. Vous êtes le bienvenu. Je voulais juste répondre au tapis qui est très culturel parce que, désolée de me citer, mais dans Suite byzantine, c'est pareil, c'est l'enfant. Chez les Turcs, c'est exactement pareil. Il y a une culture profonde du tapis. L'enfant est assis par terre, il regarde le tissage des tapis et après, ça influence l'écriture. Il y a ce motif répétitif et le puzzle en même temps. Et je voulais réagir aussi à ce que vous dites, on se reconnaît entre nous. Les étrangers dans le métro se reconnaissent entre eux. C'est nous et eux. On se reconnaît. Question ? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de retrouver nos auteurs à la librairie et où ils vous dédicaceront avec joie leurs propres livres. Je vous remercie infiniment et merci de votre générosité.